Anne-Sophie Michel. Bienvenue au podcast. Merci. C'est pas ton premier podcast. Non. On a quand même fait d'autres. Quelques-uns. C'est drôle parce que c'est cocasse, en fait. Là. Tu connais très bien Wevency, ce que je ne savais pas. Ouais. Puis évidemment, tu es déjà venu dans le bureau. Puis je crois aussi que tu as passé au balado Apéro RH quand Maud le produisait. Puis je l'ai aidé à produire la première ou la deuxième saison. C'était en présentiel. Si c'était en présentiel, d'après moi, on l'a fait. On s'est peut-être pas reconnus, mais c'est quand même drôle. Puis aujourd'hui, on se retrouve dans un autre contexte, dans le podcast On Jase Business. Tu as accepté l'invitation, on a fait une petite rencontre préparatoire, on s'est connecté sur LinkedIn. Puis on est là aujourd'hui, on fait une série de capsules ensemble. On fait un beau balado sur ton parcours, sur tes entreprises, puis évidemment, c'est excellent aussi. Ouais. Commençons par le début, tout simplement. Anne-Sophie, excuse-moi, veux-tu me parler un petit peu plus de ton parcours entrepreneurial, parcours académique aussi, si tu veux toucher là-dessus, puis après, on va sauter dans ton entreprise. Oui, je vais essayer de faire ce cours parce que j'ai quand même un long parcours. Là. Mais moi, j'ai commencé avec un bac en psychoéducation. Donc, j'ai commencé comme intervenante. Ouais. Moi, je viens de la Rive-Sud de Québec à Lévis. J'ai déménagé à Gatineau pour faire mon bac. Quand j'ai terminé mon bac, j'ai été embauchée à Pinel à Montréal. Fait que j'ai déménagé. Ouais. Mais après, un peu plus qu'un an, je me trouvais trop jeune pour faire ma vie d'adulte. Je me disais, ben là, ça se peut pas que ça soit déjà ça, ma vie, là. Tu sais, que juste travailler, puis comme ça me convenait pas, là. Okay. Donc, j'ai tout vendu, puis je suis partie en Australie avec ma meilleure amie. On a habité là-bas pendant 8 mois. On a fait plein d'affaires là-bas, évidemment. Là. Quand on est revenu de l'Australie, là, je suis retournée à Québec, là, essayer de me trouver une job. Finalement, j'ai pas trouvé de job, donc j'ai trouvé une job à Coudjouac. Donc, j'ai déménagé à Coudjouac. J'ai habité à Coudjouac, Salouette un peu. Je suis revenue à Coudjouac. J'étais là plus de 3 ans. J'étais éducatrice, après ça, devenue gestionnaire. Puis après ça, je suis revenue au Sud. Là, j'ai acheté une maison à Saint-Jérôme. Fait que là, j'ai travaillé dans un organisme là, à Montréal, mais je travaillais maintenant avec les CRI à Misticini. Oui. Donc, pas Mistassini, mais vraiment Misticini, là, au nord de Chibougamau. Je faisais du 2 semaines. Mais à un moment donné, là, j'avais vraiment envie de revenir dans mon coin. Là, parce que là, ça faisait comme une dizaine d'années que j'étais partie de Québec, finalement. Que tu te déplaçais un peu partout. Oui, c'est ça. Fait que je suis retournée par chez nous. Là, je suis atterrie comme chargée de projet. Okay. Ah, j'ai oublié à travers ça, j'ai fait un MBA. J'ai commencé un MBA quand j'habitais à Saint-Jérôme. Nice. Je l'ai terminé quand je suis revenue à Québec. Okay. Et là, c'est ça, je suis atterrie dans le réseau de la santé comme chargée de projet. Puis, le premier projet qu'on m'a donné, c'était un méga projet où est-ce qu'on abolissait un titre d'emploi. Fait qu'on avait des gens qui allaient perdre leur travail. Et ceux qui restaient, on changeait complètement la façon dont ils travaillaient. Donc là, moi, je commence à faire de la gestion de projet. Mais mon ancien côté psychoéducatrice trouvait que ça manquait beaucoup d'humain, la gestion de projet. Tu sais, parce que tu analyses des coûts, des risques, un échéancier. Pour moi, c'est une planification comme technique. Ouais. Fait que là, je vais voir ma boss, je dis, ben là, sont où les outils? Tu sais, comment on fait pour gérer le volet humain de mon projet? Puis elle dit, ben il n'y en a pas. Je dis, ben ça va en prendre. Il n'y en a pas. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la gestion humaine du changement. Okay. Donc, je me suis rendu compte que j'étais vraiment bonne pour faire ça, qu'il y avait un réel besoin. Donc, j'ai démarré mon entreprise là-dedans fin 2019. Vraiment, mon objectif, c'était de former puis d'accompagner les gens à développer la compétence de gestion humaine de changement. Pas faire à la place des autres. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé ma première entreprise fin 2019. Incroyable. On va faire, excuse-moi, c'est super, je vais te relancer sur une question, on va faire un cut. L'angle, Angelo, l'angle vers Anne-Sophie, je vois que le micro est un petit peu plus haut. Est-ce que c'est correct ou c'est juste moi qui... Mettons, tu me regardes en dessous, juste... Ouais, c'est ça, on va le descendre un peu. Parfait, on va juste le descendre un petit peu. Ça ou juste demain? L'angle d'un, c'est ça, exactement. Juste un peu comme ça. C'est parfait. On est good comme ça? OK, parfait. Good. Je vais te relancer. Là, attends, là, excuse-moi, c'est continué. OK, parfait. Là t'as voyagé en Australie, t'es revenu au Québec, t'es allé dans le Nord aussi. C'est quoi, justement... Comment tu te prépares à faire ces expériences-là? Est-ce que tu t'es dit, je me lance, je le vis, je l'essaie, puis on va voir qu'est-ce que ça va... Tu sais, y a-tu un stress un peu initial de faire ce genre de projet-là, puis de trip, là, finalement? Tu sais, de sortir de sa zone de confort, il y a beaucoup de gens qui se limitent à rester dans leur zone de confort, littéralement. Oui. En fait, là, moi, c'est que j'ai une limite de zone de confort. Puis je me suis rendu compte que si je fais la même chose ou que je suis à la même place pendant... Mon max, c'est 3 ans. Puis même pendant 3 ans, tu sais, mettons, je dis, j'ai habité 3 ans à Gatineau, mais c'est parce que je faisais un bac de 3 ans. Sinon, je serais probablement partie avant. J'ai jamais eu le même emploi pendant plus que
je sais même pas c'est quoi mon maximum, là, probablement 2 ou 3. OK, ah wow. Fait que moi, j'ai besoin. Que ça bouge, que ça change. J'ai tout le temps besoin. Fait que ça me stresse pas. J'ai tout le temps quand même un petit stress, c'est sûr, avant de déménager au Nunavik. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Tu sais, ça m'arrive quand même tes souvent points de repère, Non, ben c'est ça. Ouais. J'ai comme un petit flash de, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais ça dure quelques minutes ou quelques heures max. Là. Mais parce que c'est un besoin intrinsèque de dire, j'ai besoin de bouger, de changer, d'essayer, d'évoluer finalement. Exact. Puis évidemment, on parle souvent dans le podcast de l'environnement familial. Les parents, numéro 1, est-ce que c'est des entrepreneurs ou c'est au contraire des Non, c'est des salariés gens qui ont salariés, métier très conventionnel. Puis mon père a changé de job souvent. Là, ça, c'est sa personnalité. Mais ma mère, infirmière, à la même place toute sa vie. OK. Est-ce que dans ta famille, tu avais des entrepreneurs ou c'était vraiment, tu sais, comme de se lancer en 2019, let's go, je me lance en faire comme, tu sais, ce goût-là, ce initial-là, j'essaie de comprendre un peu la petite flamme, tu sais. Ça a toujours été en moi, mais pas tant à cause de modèle, à cause de ma personnalité. J'ai besoin que les choses soient faites à ma façon. Right. Et quand je suis employée, quand j'étais employée, ça fonctionnait si c'était à ma façon. Mais si c'était pas à ma façon, ben là, j'étais quand même je pouvais être désagréable comme employée parce que si je pensais qu'on faisait pas les choses de la bonne façon, puis qu'on voulait pas, mettons, changer, ben moi, je suis comme, je m'en vais. Ça fait pas de sens. OK, je m'en vais littéralement. S'il y a un blocage, Ben oui, c'est... Parce que ça fait pas de sens dans ta tête. Ça fait pas de sens non plus, probablement, pour l'organisation. Là, c'est ça. Moi, si ça fait pas mon affaire, puis pas fait pas mon affaire comme un enfant de 2 ans qui veut... Mettons... Je donne un exemple classique. Quand j'étais jeune, je suis hôtesse au Boston Pizza à Saint-Nicolas, à côté de chez nous. C'est un nouveau Boston Pizza. Et il y a un poste qui s'en vient de chef des hôtesses. Puis moi, j'ai beaucoup d'ambition. Je veux toujours évoluer. Fait que moi, c'est sûr, je voulais ce poste-là. Et j'avais les capacités pour l'avoir. Oui. À un moment donné, j'arrive, puis on me dit, la nouvelle chef des hôtesses, elle a été nommée. C'était la belle-sœur de l'autre gestionnaire. Fait que bref, ils n'ont pas affiché de poste, ils ont juste comme nommé cette fille, c'est ça. Ouais. Pour moi, ça faisait aucun sens. Parce que, pas parce que je ne l'ai pas eu, mais parce que j'ai même pas eu la chance d'appliquer. Je suis partie. Comme, c'est tout. T'as pas pris, Non, dans le fond, pour moi, je voulais pas me faire traiter comme ça. Dans le sens que... Tu voyais pas évoluer là, clairement? Ben, en fait, tu me donnes même pas... Moi, je suis quelqu'un... Ben, c'est ça. Oui, exact. Fait que je suis juste partie. Puis... Excuse-moi, t'avais quel âge dans ce temps-là? Peut-être comme ta première... Ça devait être 17, 18. Quand même, là. Faut avoir des règles solides. Tu sais, quand même prendre ces décisions-là, à place de rester là puis d'accepter ce traitement-là, un peu, là. Ouais. Fait que 2019, parle-moi de ce lancement d'entreprise-là. Comment ça s'est passé? Honnêtement, ça s'est quand même bien passé parce que j'ai obtenu un client dès le début à cause que je connaissais quelqu'un. Tu sais, dans le fond, j'avais quand même un réseau de contacts. Donc, ça a donné que quand je me suis lancée, je me suis lancée complètement dans le vide. Là. J'ai démissionné, puis je suis juste partie. Partie de zéro, là. Oui, exact. Donc, ça a bien tombé que j'ai eu ce client-là. Mais sinon, c'est quand même extrêmement difficile. Ce que je trouvais difficile, c'est que ce que je vendais, c'est mon cerveau, dans le fond. Là. C'est ton expertise. C'est ça, mais tu sais, ça paraît pas, là. Je peux pas... Tu sais, c'est pas comme quand tu vends un produit que là, les gens peuvent... Tu peux le montrer, les gens peuvent le toucher. Moi, je suis comme... Fais-moi confiance, là. Tu sais, tu me connais pas, mais fais-moi confiance, là. Tu sais, je sais ce que je fais, là. Fait qu'il y avait-tu un peu le talk de comme, ben, c'est quoi ton background? T'es qui toi un peu? Ou est-ce que c'est un talk que t'avais intérieur? Ben, en fait... Un genre de syndrome d'imposteur, tu veux dire? Oui, parce que tu peux le sentir, puis je pense personnellement, puis c'est normal quand tu te lances dans un nouveau endeavor, mais vis-à-vis client, je veux dire, c'est quand même, il faut que tu crées un lien de confiance. Oui, exact. Moi, j'ai toujours eu une grande confiance en moi professionnelle. Je sais ce que je suis capable de faire, je sais ce que tes compétences. Exact. Fait que ça n'a jamais été le problème. Okay. Le problème au début, pour moi, c'était, j'avais aucune idée, mettons, ça allait être quoi vraiment l'offre de service, combien j'allais charger. Tu sais, j'étais toute mêlée un peu là-dedans. Fait que j'ai fait plein d'erreurs aussi. Des fois, j'ai pitché mettons, une offre de service qui était tellement trop chère, une autre tellement pas chère. Fait qu'il y a tout le temps ça aussi au début que tu sais pas où te positionner. Puis après ça, c'est comment te faire connaître. Oui. Donc là, c'est là que j'ai commencé toutes les stratégies médias sociaux, publiées sur LinkedIn. Fait que là, tu publies, là, personne commande. Puis là, ben, tu publies encore, personne commande. Tu publies encore, personne commande. Puis là, à un moment donné, t'es comme, ben, c'est rough, hein, sur l'ego de faire des trucs puis que jamais personne
commente ou interagit. Là. Fait que la persévérance, mettons que c'est de mise. Là. Faire un lien à ce qu'on parlait au début, là, justement, de quand tu es venu faire le balado Apéro RH. Est-ce que c'était pour cette entreprise-là? C'était en 2022-2023? Oui, exact. Donc, c'était pour parler. OK, parfait. Excellent. À ce moment-là, si on saute dans le temps, tu étais rendu où avec cette entreprise-là? Est-ce que tu étais prêt à faire une transition ou tu étais comme encore en développement? C'était quoi un peu la vibe? En fait, là, c'est parce que la COVID est arrivée. Donc, tu sais, moi, je pars à la fin 2019. Puis, mon plan, c'est justement médias sociaux, faire des webinaires. Tu sais, j'ai donné tellement de webinaires gratuits, là, ça n'avait aucun bon sens. En 2019, quand même, c'est early, là. Comme faire cette stratégie-là, c'est fort. Puis, j'ai continué après aussi, là, mais tu sais, les webinaires ont quand même été vraiment populaires. Là. Oui. Quand la COVID est arrivée en mars, dans le fond, c'est le 6 de Chaudière-Appalaches où je travaillais avant qui m'a appelé puis il a dit là, on aurait vraiment besoin de ton aide. Donc, j'ai mis mon entreprise complètement sur pause, les clients que j'avais. Puis, je leur ai dit là, tu sais, je dois aller aider le réseau de la santé. Il n'y a personne qui m'a ostiné. Là. Ils ont tous dit ben oui, vas-y. Donc, j'ai été de mars à septembre 2020. Là, je gérais la COVID là, vraiment dans les hôpitaux. C'est dans le pays, c'est au début. Là. Oui, c'est ça, exact. Là, toute la mise en place des centres de dépistage. En tout cas, ça bref. Doit être insane. C'était intense, intense. Mais en même temps, moi, j'ai adoré ça parce que moi, l'intensité, j'aime vraiment ça. Tu sais, c'était de la gestion de projet extrême, là, c'était fou, c'était vraiment fou, mais c'est ça, moi, c'est vraiment mon genre. Là, c'est sûr que par contre, rendu en septembre, tu sais, moi, j'avais mon entreprise, là, je voulais pas être une employée. Puis là, ben, j'étais devenue... Ouais, j'étais comme redevenue une employée, si on veut, là. Ben oui. Donc... Ils m'ont offert un poste. Puis, j'ai quand même réfléchi, tu sais, parce que c'était un excellent poste, un très, très bon poste, un très bon salaire. Tu sais, le réseau, c'est ça, tu as tous les avantages, le fonds de pension, etc. Mais moi, ça m'a jamais... Non, dans le fond, tu sais, justement, je parlais hier avec une amie qui me disait, en ce moment, c'est dur au travail, puis moi, je suis comme, je te ferai jamais ça. Impossible. Puis elle a dit, tu sais, moi, j'ai la sécurité d'emploi puis le salaire. Fait que, tu sais, je me repose là-dessus pour me dire, ça pèse en balance, mais... c'est difficile. Je suis pas nécessairement 100% passionné. C'est ça, mais moi, ça pèse pas pantoute, là. Dans le sens que... Le salaire ne pèse pas plus que la qualité. Non. Pendant un moment, c'est ça, par contre, que je réfléchissais parce que je me disais, OK, là, je retourne à mon entreprise. J'ai disparu pendant 9 mois. Fait que, ben, pas 9 mois, un peu moins, là, mais pareil. Là, il faut que je recommence encore. Fait que je recommence à zéro, je recommence à poster, je recommence. Donc, j'ai quand même hésité. Mais j'ai décidé de pas le prendre. Fait que je suis retournée à mon entreprise. Donc, j'ai recommencé. Fait que, octobre, novembre, décembre, recommence toute la stratégie, prospection, trouver des clients. Puis finalement, en février 2021, là, c'est le ministère de la Santé qui m'a appelé. Mais là, vraiment via mon entreprise là, pour aller les aider dans la mise en place de la campagne provinciale de vaccination COVID. Wow. Donc, initialement, c'était juste un petit mandat de 6 mois maximum pour aller structurer, si on veut, mode gestion de projet, justement, là. Très cool. Ben, c'est là qui t'a contacté directement. Là. Ben oui, ben c'est parce que, dans le fond, le directeur de la campagne, M. Daniel Paré, lui, c'était l'ancien PDG, ben il était encore, là, mais PDG du 6 de Chaudière-Appalaches. Donc, lui, il m'a vu pendant la gestion de la COVID. Très fort. Donc, il m'a connu. Ça veut dire qu'il a apprécié mes compétences. Il m'a rappelé après. Donc, finalement, le petit contrat de 6 mois, j'ai été avec eux jusqu'en janvier 2025. Wow, c'était mon plus gros client, en fait. J'avais plein d'autres petits clients, mais c'était mon plus gros client que j'accompagnais pendant des années. Puis pour venir justement à dire, regarde, j'ai une offre intéressante sur la table, je la prends pas parce que j'ai des ambitions, puis même si peut-être à court terme, il y a un peu il n'y a aucune assurance à dire comme combien de salaire je vais avoir, combien d'argent qui va rentrer, il faut que tu travailles pour ça, puis c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben écoute, le concept des monotes dorées, j'accepte d'avoir des bonnes conditions, le fameux fonds de pension qui revient souvent, là, versus le travail qui est correct, ben, comme avec tout ce que j'ai en retour, ça vaut la peine, mais moi je trouve que c'est ça, c'est un peu des menottes dorées. Tu te fais dans le moule, puis si vraiment t'aimes pas ta job, je pense que c'est la variable numéro 1 de pourquoi tu devrais faire ça ou pas. C'est est-ce que t'aimes ça, te lever puis faire au quotidien, même si c'est un travail difficile, parce qu'au bout de la ligne, ça fait vibrer. Right? Ben, si c'est pas le cas, essaye de trouver autre chose. Puis toi, ben, t'as même pas hésité. Ben, oui, t'as quand même pensé à ça, mais t'as dit, regarde, je fais un show, puis je continue sur ma business que j'avais bâti. Moi, je trouve ça honorable de faire ce parcours-là, 100%. Merci.
Fait que 2025, fast forward, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Développement de l'entreprise, ton client de 2021 à 2025, c'est fini ce contrat-là? Tu as continué sur d'autres contrats? Oui, bien là, c'est en janvier 2025, je décide que finalement, c'est ça, c'est terminé, ça me tente plus là, de baigner dans le réseau de la santé pour plein de raisons. Ouais. Donc, je décide, je me rappelle, j'étais au Mexique à ce moment-là avec ma mère, ma belle-sœur, mes 2 neveux. Ouais. Là, je décide lundi 22 janvier que c'est terminé. C'est terminé avec le réseau de la santé. Donc là, j'ai un choix à faire parce que, vu que c'était mon plus gros client, mais il fallait que je recommence de la prospection. La prospection, la vente, donc, exact. C'était comme recommencer à zéro. Et là, j'ai fait « Oh que non, impossible que je recommence » parce que justement, cette espèce de passion que j'avais au début, ben je ne l'avais plus. J'aime vraiment beaucoup donner des formations puis faire du coaching, mais pas à temps complet. Donc là, justement, j'étais rendue à faire d'autres choses. Alors, le mardi, je décide, je pars quelque chose de complètement nouveau. Ouais. Puis le mercredi, je me lève et je dis « Ah, ça va être du textile. » Quelque chose par rapport au textile parce que j'avais vu en 2024 sur les médias sociaux une entreprise en France qui fait ça. Elle fait des briques décoratives à partir de textiles broyés. Okay. Puis, j'y avais écrit à ce moment-là, quand j'avais vu, je disais, hey, veux-tu une succursale au Québec? En tout cas, j'ai écrit 3 fois. Et finalement, elle a fini par dire non. Donc, c'est là que j'ai dit, OK, bien, je fais ça. Donc, moi, j'adore résoudre des problèmes. C'est comme une passion. Tu sais, mettons, les défis évasion, là, ça, c'est ma chose préférée au monde. Défi évasion, des énigmes. Tu sais, quand tu rentres dans une pièce, puis il faut que tu dois... tu dois résoudre les énigmes pour sortir, finalement, avant 1 heure. Ouais. Ça, là, c'est la... Escape Room, dans le fond, c'est ça? Escape Room, c'est ça, cool, exact. Escape Room, c'est la chose que je préfère le plus au monde. Ah, ouais. C'est vrai moi, des énigmes, réfléchir, trouver des solutions, c'est comme vraiment une passion. Donc, là, c'est là que j'ai décidé de m'attaquer au problème de la quantité phénoménale de textiles qu'on jette. Clairement. Donc, c'est ça a été ça l'idée de départ. Donc, j'ai dit, parfait, je m'attaque à ça, je pars ça, puis c'est tout. Sans plan, là. C'était juste, je fais ça, puis après ça, j'avance, puis on verra. Mais je veux pas dire que c'est comme une décision sur un coup de tête, mais c'est un peu ça dans le sens que t'es tombé sur une vidéo, t'es tombé sur l'entreprise justement qui faisait des briques comme ça, puis en textile. Fait que tu te dis, hey, ça pourrait être intéressant d'aller dans ce domaine-là, mais n'ayant pas aucune expérience passée ou des connexions, outre dans ce domaine-là, tu t'es dit, moi, je me lance. Évidemment, il y a une solution à amener, c'est viable, ça fait du sens, donc, let's go. C'est un peu ça le thought process ou il y avait d'autres choses quand même? Non, moi, en fait, tous les gens autour de moi disent toujours que je suis impulsif et que je fais tout sur des coups de tête. C'est juste, c'est pas des coups de tête, c'est juste que je réfléchis, moi, extrêmement rapidement. Donc, c'est juste, pour les autres, c'est un coup de tête, mais pour moi, c'est une réflexion qui est censée... En fait, c'est juste parce que moi, je vis dans le moment présent. Fait que je me dis, en ce moment, j'ai envie de faire ça. Puis là, les gens me disent, ouais, mais si se passe telle affaire, je suis comme, mais là, je vais pas commencer... Parce qu'on n'est pas rendu là. Mais non, je vais pas commencer à imaginer ce que potentiellement pourrait arriver. Tu sais, pour moi, c'est comme une forme d'anxiété, là, tout le temps de se dire, ouais, mais là, si je fais ça, il pourrait arriver ça. Si arrive ça, je vais gérer. C'est tout. Tu sais, comme une étape à la fois. Donc, puis dans les dernières années, moi, mon travail comme chargée de projet, là, j'ai géré des projets pour lesquels j'avais aucune connaissance, là, dans le sens où quand, mettons, mon projet, c'est mettre en place des centres désignés d'évaluation puis des centres désignés de dépistage de la COVID. Je sais-tu, moi, je sais pas c'est quoi. Personne ne savait c'était quoi. Donc, c'est quand même ma spécialité de faire des projets, même si j'ai aucune connaissance au début dans le projet. Là, après ça, j'apprends puis j'avance là-dedans. Donc, moi, c'était juste, j'ai décidé que je m'attaquais à ce problème-là. Connaissance ou pas, j'avance, puis je vais apprendre. Il y a bien des gens qui chialent sur le concept du... Je veux pas dire que c'est ça, là, mais le fake it till you make it, dans le sens comme... Faut que tu assumes tes compétences, puis tu crées un peu cette nouvelle identité-là. Tu dis, mettons, je me lance en marketing, et clairement, je le sais que je suis pas un expert de 10 ans, 20 ans d'expérience, mais... Je pense que je suis bon dans quelque chose. J'ai pu créer, j'ai pu tester, puis je le propose à quelqu'un. Fait que, c'est de démontrer cette confiance-là, puis ses compétences, puis ses connaissances-là. Mais puis je comprends 100%, puis je trouve que ce qui est le fun avec toi, c'est que clairement, tu tombes pas dans la paralyse par analyse. Non. C'est ça, il y a tellement de gens qui tombent dans le plan d'affaires de 45 pages, puis ça, c'est la pire chose. Si c'est ta première business, bon exemple, la première business, en 2-3 mois, ta clientèle peut changer. Finalement, c'est pas aussi viable que tu pensais. Fait que t'as passé quoi... 3 mois à écrire un plan d'affaires qui fait pas, tu sais, comme pour vrai. Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres. Si t'as pas besoin d'aller chercher du financement, start, essaye-là. Au moins, teste ton produit et ta vente.
il y a beaucoup de gens, ben, c'est ça, qui tombent dans l'analyse, qui font pas encore le move de juste l'essayer. That's it. Mais fake it till you make it, là. Ouais. Ça m'a parlé quand tu as dit ça parce que beaucoup de gens trouvent que c'est négatif parce qu'ils ont comme l'impression que tu fais semblant ou que tu es un imposteur. Oui. Puis, c'est sûr que la première chose que j'ai pensé, c'est Anna Delvey, là, c'est sorti sur Netflix. Là, comment ça s'appelle? C'est un documentaire sur une jeune femme dans la vingtaine aux États-Unis qui a réussi à flouer des banquiers, plein de monde parce qu'elle voulait bâtir sa fondation. Puis en tout cas, on parle de dizaines et dizaines de millions qu'elle a presque réussi à emprunter là, à des big shots aux États-Unis. En tout cas, c'est super intéressant. Mais c'est ça, là, c'est que fake it till you make it. Exact. Sauf que là, ce qu'il présente, c'est qu'elle a fini en prison. Fait que c'est comme si il bâtissait sur un portrait négatif de ça. Mais moi, je le fais souvent, là, fake it till you make it, dans le sens où quand j'arrive dans un meeting avec, je sais pas moi, mettons un nouveau domaine avec des architectes. Tu sais, moi, j'avais zéro connaissance en architecture. Là, ce que je fais, c'est que premier meeting avec l'architecte, j'écoute plus que je parle, puis j'emmagasine des mots, j'emmagasine le langage, j'emmagasine plein d'affaires. Fait que là, le deuxième architecte que je rencontre, là, je répète des choses que le premier architecte m'a dit. Fait que là, l'architecte est comme... OK, elle connaît ses affaires. Ouais, c'est ça. Tu sais, le lingo. Exact. Fait que plus j'avance, plus je fais des meetings, plus j'acquiers des connaissances, plus 100%. Je sors mes connaissances. Fait que dans un sens, je fake parce que je suis pas une architecte, mais en même temps, c'est comme ça que tu crées une crédibilité, puis il faut que tu aies confiance en toi. 100%. Donc, quand tu as confiance en toi, les gens ont confiance en toi. Fait que pour moi, le fake it till you make it, c'est nécessaire quand tu arrives justement dans un nouveau domaine puis tu dois faire ta crédibilité. C'est juste qu'il y a comme une limite à ne pas dépasser. Tu sais, moi, je fais le fake it till you make it parce que j'apprends puis parce que je vais pas faker toute ma vie. Puis tu sais, puis si on parle juste, mettons, fake it till you make it, mais juste au niveau de la confiance, de dire, mettons, quelqu'un qui est introverti, tu commences à faire de la vente, tu n'es vraiment pas à l'aise avec ton offre, puis tu sais que ton offre est bonne, mais tu n'es pas à l'aise à la pitcher, mettons. C'est normal, tu sais, puis je le vivais il y a pas si longtemps que ça, puis à un moment donné, dès que tu es confiant à ce que tu offres est excellent, puis est vraiment performant, c'est indéniable pour que la personne qui est devant toi le ressente aussi, parce que toi, tu le ressens autant que l'autre, tu sais, fait que cette confiance-là, elle se ressent, elle se bâtit, puis elle se projette aussi, fait que moi, de dire, mettons, hey, je suis pas un bon vendeur. Ouais, mais imagine-toi que tu es un bon vendeur, mettons. Tu es un excellent vendeur. Puis c'est fou, mais tu tricks un peu ton cerveau à dire, ah, ben oui, je suis un bon vendeur. Ou le classique, quand j'étais jeune, je me suis toujours dit que je suis mauvais en mathématiques. Ben oui. Puis évidemment, j'avais des mauvaises notes. Ben oui, si tu te dis que tu es mauvais, je veux dire, c'est sûr que tu vas être mauvais. Tu te dis que tu es mauvais. C'est toi Au contraire, j'étais excellent en histoire parce que j'aimais ça, tu sais, puis évidemment, j'aimais ça, mais je me le disais, puis j'avais des bonnes notes. Fait que ça, c'est vraiment psychologique de dire, regarde, c'est juste du renforcement positif, puis de changer un peu ton jus de cerveau sur comment tu vois certaines choses. Mais la confiance, c'est la base, parce que si tu mets pas en confiance la personne avec qui tu veux, je sais pas, collaborer, un fournisseur ou même un client potentiel, ben, hey boy, ça va être difficile de créer ce lien-là, puis qu'il fasse confiance avec son argent. Ben, il y a ça, là. Ça marchera pas. Puis si tu crées pas le lien dès le début, les deuxièmes chances puis troisième chance, tu sais, si tu as raté ta première impression, là, c'est pas mal plus dur. Ouais. Le nom d'entreprise, c'est excellent. C'est venu de quoi? En fait, c'est venu... Moi, je fais beaucoup de brainstorm avec ChatGPT. C'est parce que... Ouais, let's go. Tu sais, c'est parce que moi, des fois, j'ai besoin de brainstormer, tu sais, à n'importe quelle heure, soit super tôt le matin, soit je suis pas capable de m'endormir. Fait que, tu sais, je peux pas tout le temps brainstormer avec quelqu'un, là. Fait que ChatGPT, c'est parfait pour moi. C'est notre meilleur ami, ben oui. Ça finit, il me semble que c'est excellent sorti de là. Dans le fond, tu sais, ça veut dire donner un nouvel élan au textile. Moi, j'aime beaucoup, c'est ça, les jeux de mots. J'aime inventer des mots. J'aime prendre des syllabes de mots qui veulent dire quelque chose, puis je les mets ensemble. Fait que, tu sais, c'est un peu vers là que je suis allée. Okay. Puis, tu sais, après ça, il y a plein de jeux de mots. Là. Tout le monde dit, hey, c'est excellent. Ben oui, c'est excellent, c'est excellent. Comment puis, ça se prononce, exact. Oui, c'est ça, exact. Okay. Donc, c'est vraiment ça. C'est parti comme ça. L'origine du nom, c'est cool. Ben, puis, je veux dire, aller chercher tes premiers... parle-moi justement de tes premières ventes. Oui. Puis, comment ça fonctionne dans ce domaine-là précisément? Oui, ça, c'est dur. Ça, c'est dur. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que 2025, ça a été une année pour moi de découverte et d'itération. Fait que là, ce que je faisais, c'était évidemment apprendre. Jusqu'à avril,
la seule chose que je faisais, c'était parler à plein de monde. C'était vraiment ça, puis essayer de chercher du financement. Mais en même temps, qui finance une idée? Pas beaucoup de monde. J'ai été chanceuse. Desjardins m'a financé. C'est grâce à eux, en fait, que je suis encore... Fait que t'as fait un plan d'affaires, finalement. Oui, j'ai fait le plan d'affaires. Oui, j'ai fait un plan d'affaires au début parce que j'étais obligée. Ben oui, c'est ça, t'es obligé. Pas parce que ça me tentait. ChatGPT existe, guys. Ouais. Mais oui, exact, c'est ça, tu sais. Non, c'est parce que vraiment, tu sais, le plan d'affaires, il faudrait que je le retrouve, mais celui que j'ai envoyé versus la réalité aujourd'hui, c'est sûr que c'est quasiment 100% différent. C'est fou, hein, comment... En tout cas, mais justement, toute l'année, là, après ça, ce que j'ai fait, c'est que vu que je n'étais pas capable, justement, de trouver de l'argent, donc pas capable de faire de recherche et développement, rien, je me dis, OK, ben je prends mon propre argent, en fait, mes marges de crédit, parce que j'avais pas d'économie. Pour moi, je suis juste partie all-in de même. Oui, mais c'est correct. Donc là, je me suis dit, ben je vais embaucher des stagiaires, parce que c'est comme la seule dépense qui peut me ramener quelque chose, parce que sinon, si j'embauche vraiment soit des universités ou des centres qui font de la recherche et développement, ça va me coûter super cher. Versus des stagiaires, j'ai des subventions salariales. Donc, plusieurs stagiaires, dont une stagiaire en génie chimique. Puis elle, sa job, c'était d'essayer de trouver des recettes de colle. Donc là, je vais ramasser des sacs de linge dans la friperie à côté de chez nous. Je trouve une place qui peut me les broyer. Fait que là, je les envoie broyer là. Puis là, on est sur ma table de cuisine chez nous. Puis on teste des affaires. On mélange des trucs, on mélange du textile. C'est vraiment de base. Là. Fait qu'on a commencé sur ma table de cuisine. Là, finalement, j'ai eu un plus gros prêt de Desjardins. Fait que là, j'ai loué un local. Donc, 1er août, on déménage dans un petit local à Beauport. Là, on continue nos tests. La stagiaire reste avec moi, finalement, pour continuer. Puis là, ben j'avance, je fais des tests, je parle à plein de monde encore. Puis là, ben je change d'idée à tout vent, là, dans le sens où, un moment donné, j'ai fait un overdose de conseils parce que tellement de gens m'ont donné des conseils. Puis, tu sais, tout le monde était très bienveillant parce que tout le monde me donnait des conseils pour m'aider. Sauf que, à un moment donné, j'en avais trop. J'avais trop de conseils. Et là, j'en voulais plus, j'en demandais plus, mais j'en recevais quand même. Puis ça, des fois, j'ai de la misère, moi, à avoir des conseils non sollicités. Mais le pire, c'est que moi, je fais tout le temps ça. Là. Je donne tout le temps mon avis, même si les gens me le demandent pas. Fait qu'en même temps, c'est le retour du balancier. Là. Mais je me rappelle, là, je pense que c'était en novembre, j'ai dû prendre une pause du moins. Donc, vendredi, samedi, dimanche, j'étais allée toute seule à mon local avec mon chien. J'ai fermé mon téléphone, j'ai pas regardé mes courriels, j'ai pris aucun appel, aucun texto. J'étais comme là, je veux juste plus parler à personne. Fait que parce que tu avais tellement de demandes de sollicitations de gens qui voulaient te conseiller. Est-ce que c'est des gens dans ton entourage proche ou c'est des... Non, c'est toutes des nouvelles personnes. C'est juste, le projet quand même vraiment intéressant, c'est vraiment nouveau, fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont super intéressés. Ben oui. Fait que tu sais, c'est positif là. C'est juste que 100%. Ça a été too much à un moment donné. Ben oui, je comprends. Là, puis je m'étais lancée partout, puis ça, je fais tout le temps ça. Là. Je me lance partout. J'ai fait des salons. Je me suis inscrite à des salons sans avoir... J'avais pas encore de produits, là, mais j'étais comme parfait. Tu sais, ça me donne un deadline pour avoir des produits. Mais là, ça, c'était quand même stressant, là, parce que là, vraiment, fallait là, c'est l'idée. Il fallait vraiment que tu laves. Ben là, tu sais, je veux dire, quand le salon est dans 2 semaines puis t'as pas de produits, ben là, acheter à 5 h le matin à mon local jusqu'à 8 h le soir, puis tu sais, j'avais pas le choix, là. Mais je m'étais mis moi-même cette pression-là. Donc, le temps des fêtes a été... c'est arrivé au bon moment, mettons, là, parce que j'avais besoin de m'asseoir toute seule puis réfléchir. J'avais besoin là, de faire atterrir toute l'info que j'avais emmagasinée pendant l'année, que j'avais jamais le temps de mettre en ordre parce que je faisais, tu sais, l'info continuait d'arriver finalement. Tu étais dans le développement, là. Oui, fait que là, ça a été parfait. Je me suis assise toute seule pendant tout le temps des fêtes, j'ai travaillé, puis là, j'ai pu avoir un plan que j'ai challengé début janvier. Puis là, depuis la semaine passée, là, j'ai vraiment un plan très, très, très concret. Mais en même temps, moi, je suis le genre de personne qui saisit toutes les opportunités. Bien, pas toutes, là, mais tu sais, quand je pense que l'opportunité est bonne, je la prends, même si ça me sort de mon plan. Donc, j'ai un plan, mais il sera jamais 100% linéaire, constant, puis... Il est changeant, il est amovible, on peut le modifier. C'est ça, exactement. C'est normal, on appelle ça, tu sais, c'est comme de la gestion de projet agile qu'on appelle, mais extrêmement agile. Là, parce que le lundi, je vais dire quelque chose, puis des fois, le vendredi, ça a changé. Oui, c'est ça.
Puis les gens avec qui je travaille, je leur dis, là, j'explique que moi, je suis quelqu'un qui... Moi, j'avance, je construis l'avion en plein vol, en fait. Exact. Au lieu de, 100%. Justement, analyser, planifier, puis là, dire, OK, bien, on va prendre le vol juste quand l'avion va être 100% sécuritaire, quand tous les tests vont être faits. Je suis comme... Moi, je pars, puis je vais faire ça au fur et à mesure. Mais c'est pas donné à tout le monde, là. Est-ce que parce qu'il y a une beauté de se lancer dans le vide. Puis évidemment, il y a des pour des comptes dans être dans l'analyse puis en préparation. Après, ben, il faut que tu sautes, là, puis tu fasses le. De l'autre côté, on take action puis on se lance. Est-ce que ça t'est arrivé d'être confronté à un mur, de frapper un mur, de dire, oh, peut-être que je suis allé un petit peu trop vite? Ou pas vraiment? Peut-être que oui. OK. Oui, mais en fait, des fois, tu sais, mettons, je prends l'exemple justement là, des salons que j'ai bookés l'année passée. J'ai booké un salon d'une journée, ça s'appelle Expo Contech. Là, c'est un expo, c'est un salon d'une journée, une journée à Québec, une journée à Montréal. C'est pour les designers, les architectes. Tu sais, c'est un gros salon, c'est des gros kiosques, c'est des gros noms, c'est des beaux kiosques. Moi, j'arrive là. Mon kiosque, là, il est direct sur le béton parce que je voulais pas payer un tapis. Je voulais pas payer les meubles en extra. Fait qu'il y a pas de boot comme d'habitude. Non, c'est ça. C'est basic, raw, là, basic. Mais là, au début, j'étais quand même un peu gênée de ça. Puis après ça, je me suis dit, ben tu sais, je sors vraiment de l'ordinaire, là. Donc, c'est sûr que les gens vont se rappeler de moi. Puis à un certain moment, je parlais avec quelqu'un qui me disait, tu sais, t'aurais pas dû, c'est trop tôt dans tes affaires. Puis moi, j'étais comme, ben non, tu sais. Trop tôt selon qui, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est ça, trop tôt selon qui. Exact. Peut-être à un moment donné, pendant quelques secondes et minutes, j'ai regretté parce que justement, j'ai tellement travaillé pour y arriver. Mais en même temps, ça m'a généré plein de bénéfices. Puis moi, je regrette jamais qu'est-ce que je fais. Tu sais, je me dis, si c'était à refaire, je le referais parce que sur le moment, j'ai pris cette décision-là. Donc, c'est ça que je voulais faire. Oui. D'après moi, il y a plus de regrets en l'inaction que en action. Là. Sûrement. Parce que moi, je sais pas, je fais pas ça de l'inaction. Exact. C'est ça, tu vis de cette action-là. Ouais. Est-ce que par moment, ça peut être lourd sur le moral? Tu as pris un break, tu as dû te mettre de côté, par exemple, le côté humain, c'était trop intense. Là, c'est le fun d'être dans l'intensité puis dans le développement. Mais là, je prends mon exemple personnel, en étant un peu comme ça, un peu hyperactif, puis dans le développement, puis mettons, j'ai une période l'année dernière, plus d'anxiété, de crise de panique, parce que j'étais tellement, je dormais moins, parce que je travaillais tout le temps, du café, ça vient tout seul, je voyais plus personne, parce que je travaillais, plus personne, plus d'amis, puis de whatever. Fait que est-ce que tu as déjà vécu un peu ce sentiment-là de dire, hey, c'est un peu intense, là, comme, genre, mon corps me dit peut-être de prendre un break ici, ou au contraire? Ben oui. Ouais. Ça m'est arrivé, mettons, à quelques reprises, pas en janvier, mais avant le temps des fêtes. Là. Je dirais novembre-décembre. Ouais. Je suis assis à une table dans mon local, puis là, je fais juste pleurer parce que c'est too much. C'est too much, là. Il y a trop de choses qui se passent, je suis trop occupée. Ouais. Mais là, après 5 minutes, je me dis, bon, mais comme le travail se fera pas, là. Donc, j'ai vécu, j'ai sorti ça, puis c'est bon, je continue. Tu vis ton émotion, je comprends. Okay. Fait que oui, ça m'arrive. C'est juste que, en fait, quand, mettons, l'anxiété pogne, là, quand justement... La patate à roule. Là. Quand je me dis, OK, ben là, je sais pas moi, j'ai pas eu de revenus pendant 1 an, j'ai ci, ça. Puis là, tu commences à analyser la vraie situation. Ouais. Là, c'est là que je me dis, OK, c'est intense. Puis là, après ça, je me dis, je me ramène au moment présent. Puis, exemple, je suis dans ma maison, je me dis, OK, en ce moment, là, je suis assis dans ma maison, j'ai une maison. Oui, c'est ça. Tu sais, tout est correct. Est-ce que je suis en train de mourir en ce moment? En ce moment même, je suis correct. C'est ça. Donc, je suis correct. Donc, on est très, très bons, les humains, pour se mettre dans des scénarios, s'imaginer que c'est la fin du monde, mais en réalité, c'est juste une nouvelle piste de solution que tu vas trouver puis de te réaligner. Exact. Donc là, puis moi, ce que je fais souvent quand je prends des risques, c'est que je me dis, c'est quoi la pire chose qui peut arriver? Donc, si je fais ça, c'est quoi la pire chose qui peut arriver? Puis c'est ça que j'analyse. Je me dis, OK, bien, à quel point c'est grave? Fait que, exemple, quand j'ai décidé de démarrer cette entreprise-là avec aucune économie, aucune connaissance dans le domaine, comme aucun backup, si on veut, je me suis dit, OK,
la pire chose qui va arriver, c'est Mettons. que ça fonctionnera pas, je vais m'être endettée, donc je vais être obligée de faire faillite, Ouais. alors je vais vendre ma maison et Oui. ben, je vais aller habiter chez ma mère. Bon. Fait que là, j'étais comme, bon. Finalement, pas tu si pire prends le que ça. contexte. Ben là, c'est que Hey, je me dis, garde, c'est pas si pire que ça. je peux me Tu sais, revirer facilement. je quand serai même. jamais dans la rue. Si je suis obligée de vendre ma maison, ben j'en achèterai une autre plus tard. Exact. Tu sais, faire faillite, pour moi, c'est quand même pas... Tu vois, c'est vraiment pas quelque chose que je Ce veux, que j'aime mais... dans ce que tu dis, c'est que tu tombes pas dans le matérialiste de dire, tu sais, mettons, j'ai la perception, j'ai atteint un certain niveau de vie, j'ai un beau char, mettons, j'ai une belle grosse maison. Fait que, tu sais, de downgrader de ce mode de vie-là, la perception des autres, de ce que les gens vont voir puis vont penser de moi, ça me fait quasiment plus peur que le Ah, ben oui. failure en tant que tel. Ben oui, c'est clair. Mais comment tu vois ça, évidemment, puis je partage cette opinion-là, c'est juste des biens. Ouais. Ça Non, se perd, mais ça se retrouve, c'est c'est pas ça. grave. Puis c'est sûr que le regard des autres... Ouais. Tu sais, c'est rough aussi, là, que les autres, tu sais, d'avouer, mettons que ça ça a arrive pas d'avouer que Ouais. c'est ça, que j'ai pas réussi, que j'ai fait faillite, mettons. Ouais. En même temps, personne peut me juger parce que personne n'a fait la même chose que moi, personne n'a Non. pris le même risque. Exact. Puis l'autre jour, j'écoutais sûrement un podcast, je sais pas Ouais. trop, puis Ouais. c'était une fille qui dit, elle est arrivée à une table d'entrepreneurs, puis là, elle dit, bon, mais je viens de faire faillite. Puis tu sais, elle filait pas, là, t'es comme, je viens de faire faillite. Puis là, tout le monde a parti à rire à table. Fait que là, la fille a comme fait, Genre, ouais, what c'est the quoi cette fuck? réaction-là, ouais? Mais ils ont tous ri parce qu'ils sont comme, là, nous, on est comme à 6-7 faillites. Ils ont tous là. fait faillite, ouais. C'est ça. Fait que tu sais, c'est comme, Oui. quand tu te compares aux gens qui ont pris le consoles. même genre de risque que toi, eux vont jamais te juger, là. Non, Jamais, là. 100%. Eux, tu sais, pour un entrepreneur à méga succès, Exact. faire une faillite comme ça quand tu as testé quelque chose, Ouais. c'est que des apprentissages. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que j'évalue tout le temps le pire scénario. Faut pas que tu te compares Puis- avec des gens qui sont pas dans la même situation. Tu sais, Mais puis non. je fais souvent le parallèle entre quand tu poses du contenu sur les réseaux sociaux, puis mettons, tu as peur de ce que les gens vont écrire, mais tu vas toujours avoir un niaiseux qui va t'écrire un commentaire niaiseux. Puis c'est un nobody, là, tu sais. Puis là, tu le prends à cœur, là, puis tu rumines ça pendant des jours puis des jours. Si c'est genre Kevin du Saguenay que tu connais pas, qui a aucune, tu sais, qui a pas d'entreprise, qui a rien, là, tu sais, prends pas ça à cœur. Si, mettons, c'est un Français, c'est un Nicolas Duvernois, c'est un, tu sais, un entrepreneur quelconque, là, québécois reconnu, make sense. Tu sais, comme, puis il va pas écrire ça, il va avoir Exact. une critique, tu sais, constructive au pire. Fait que, tu sais, c'est d'analyser puis de dire, ouais, regarde, c'est pas grave. Fait que, tu sais, de voir ça de même, je crois, ça aide. Ça aide, À se mais ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille parce que moi, ça m'atteint encore. Ah oui, OK. Ah ouais. Les commentaires? OK. Oui, vraiment, là. OK, je mais j'en ai pas eu dans les derniers Ouais. mois parce que tout le monde capote, tout le monde a que des bons mots sur le projet. Mais Oui. tu sais, à un moment donné, je vais en avoir. Là. C'est trop beau, c'est trop laid, c'est trop cher, c'est trop ci, c'est... Ouais, ouais. Puis c'est ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais quand ça m'arrivait, ça m'affectait quand même. Oui, Puis, mais le parallèle hier, je donne une formation, Mhm. ils sont 25 à peu près. Ouais. T'en as, tu sais, c'est tout le temps la même chose dans une formation. T'as tout le temps une partie qui écoute, puis tu sais, tu vois, ils prennent des notes, sont intéressés, puis t'en as tout le temps quelques-uns qui écoutent pas, Qui sont sont pas sur là. leur ciel. Ouais. Mon cerveau va tout le temps regarder la Je personne comprends. qui m'écoute pas. Ouais. Puis ça vient me chercher. Puis hier, moi-même, là, je me faisais une réflexion avec moi-même. Je me disais, mais pourquoi je le regardais? Pourquoi je ne pas regarder toutes les autres Qui t'écoutaient. qui m'écoutent, tu sais? Right. Fait que, il y a comme, je sais pas, il y a quelque Mhm. chose dans le cerveau qui nous attire vers le négatif. Puis ça, c'est pas bon parce que c'est une Ben, c'est spirale. dérangeant, ouais. Mais je le sais qu'il faut pas faire ça. Là, il y a juste, après ça, c'est du travail. C'est tout le temps, C'est du travail. tout le temps du travail. C'est là. l'habitude pour vrai parce que quand j'ai commencé il y a 3 ans à poster du contenu, puis c'était pas mettons, du hate qui était redirigé vers moi, c'était envers l'invité, mais je le prenais personnel aussi. Ah ouais, ben oui. Ouais. Puis je répondais, puis à un moment donné, j'ai commencé à te déconnecter parce que tu commences à avoir des fans qui vont répondre à ta place. Ouais. Fait que tu te dis, OK, j'ai des ambassadeurs, puis les niaises. Puis je parle de cette histoire-là très, très short, là, mais à un moment donné, j'ai eu un commentaire de hate sur l'invité, puis là, il disait c'est d'amant ce que tu dis, tu sais pas de quoi tu parles, ben, en fait, genre. Fait que j'ai pas répondu. J'ai laissé ça de même, puis le lendemain, j'ai une notification, puis la personne avait répondu à son propre message, puis dit, hey, je m'excuse. J'avais une situation vraiment difficile cette journée-là. Il fallait que je sorte le méchant, puis je suis tombé sur ta vidéo. Mon Dieu. Puis je m'excuse. Là, je suis comme, oh shit, attends. Fait que là, tu sais, c'est intéressant de comprendre le contexte. Des fois, c'est pas parce que la personne te déteste, là. Non, C'est parce que ouais, peut-être il s'est fait laisser par sa blonde, son char, il a pété. Tu sais, il y a plein de situations, mais je parle souvent de cette. Mais en fait, des choses qui moi, à arrivent. mon avis, là, les gens Ouais. qui donnent des commentaires négatifs, ça a
0% à voir avec la personne visée par le commentaire, puis 100% par la personne qui a fait le commentaire. C'est une projection, souvent. 100%. C'est 100% ça. C'est... Ouais. Mais c'est un gros travail, puis je comprends ton sentiment, parce que c'est un gros travail sur nous-mêmes pour pas prendre ça personnel, que ça vienne nous chercher. Mais c'est parce que c'est personnel. C'est ça. Ma business. C'est toi. C'est moi qui ai travaillé ça. Exact. C'est moi qui ai fabriqué le produit. Fait que quand tu me dis que c'est super laid, qu'est-ce que je fais? Je suis comme... Ouais. Mais là, c'est moi qui l'ai fait. Mais après ça, je me dis, ben, je veux dire, la beauté puis l'esthétisme, c'est... Ouais. Je m'en fous, tu sais. Toi, tu trouves ça laid, moi, je trouve ça beau, puis on peut jamais aimer toute la même affaire. Mais il y a quand même tout le temps le début de... Ça fait comme mal, puis là, après ça, tu dis, OK, mais là, j'ai zéro le temps de gérer ça. Là. Moi, je réponds aux commentaires juste positifs. Commentaires négatifs, je... Passe pas là-dessus. Ben non, mais je suis tellement occupée. Mais je ne prendrai pas des minutes extrêmement précieuses de ma journée pour répondre à un commentaire négatif, mais je vais prendre des minutes précieuses pour répondre à un commentaire positif parce que j'apprécie vraiment que la personne elle a pris le temps de me féliciter ou de me donner des bons mots. Là, ça, j'apprécie. 100%. Fait que je lui redonne l'appréciation en donnant ne serait-ce que juste merci, là, mais je les prends ces minutes-là. Là. Puis, je pense que la plus grosse récompense à travers ça, c'est quelqu'un qui t'envoie un message privé qui dit c'est ce que tu fais, c'est inspirant. Puis, par exemple, je sais pas, ça m'a donné le goût de me lancer ou d'essayer telle chose. Cool. C'est le fun d'avoir partagé ton parcours. Exact. Ça aussi, ça fait une forme de récompense à travers le... Ah, ben oui. Ça, je sors du coq à l'âne. Comment fonctionne la production de tes produits concrètement? Oui. En ce moment, tout est fait à la main dans un petit local. Fait que là, c'est pour ça que... des gens qui... Par moi. Par toi, moi. OK, et c'est ça. En ce moment, j'ai une stagiaire qui m'aide à faire de la production. Après ça, j'ai encore la fille qui étudie en génie chimique qui est là aussi. Là, il y a quelqu'un qui m'aide bénévolement en ce moment qui est entre 2 emplois. Fait que tu sais, j'ai quand même vraiment beaucoup d'aide. Ma mère, elle vient quand même souvent. Donc... en gros, je vais plutôt parler, je pense, du processus de production qui s'en vient parce que là, c'est ma prochaine étape. Là. J'ai besoin d'un local plus grand, j'ai besoin d'équipements pour faire les vrais produits. Fait que là, c'est mon focus actuel. Mais de façon générale, je reçois 2 types de gisements textiles. Là, fait que 2 catégories. Des vêtements. Donc, les vêtements vont venir beaucoup des friperies communautaires ou peu importe, là, ou même ça vient de monsieur, madame, tout le monde. En ce moment, là, je prends aucun textile. Là, parce que là, je reçois tellement de messages à chaque semaine de gens qui veulent me donner leur textile, soit des individus, des entreprises, des organismes communautaires. Exact. En ce moment, j'ai 10 000 kilos en stock. Là. 10 000 kilos de textile à passer avant de pouvoir commencer à en prendre. Donc là, les gens qui écoutent, j'en prends pas, OK? Mais quand je vais en prendre, je vais le dire. Mais en gros, je reçois des vêtements. Évidemment, il faut que ce soit des vêtements plus bons. Tu sais, moi, quand je prends les textiles, je les déchiquette après. Là. Donc, si le vêtement est encore bon, il faut aller porter ça dans une friperie ou dans un organisme communautaire, là, pas à moi. Là. Moi, je veux des poubelles textiles. Là, excuse-moi, je te coupe. On parle de quel type de vêtements? Tout type? N'importe quel. C'est ça la différence, c'est que... Quand j'ai commencé à m'intéresser, quand j'ai eu cette idée-là, puis que je disais que je rencontrais tout le monde me disait, un des enjeux, c'est qu'il faut séparer les matières. Oui, c'est ça. Parce que les tissus ont des comportements différents, etc. Mais moi, n'ayant aucune connaissance à ce moment-là, je me disais... Moi en fait, là, je réfléchis tout le temps en termes d'efficience. Il faut toujours que ce que je fais, ça soit le plus efficient possible. C'est-à-dire que ça coûte... Je veux atteindre mon objectif toujours avec le moins de ressources possible. Moins de temps, moins d'argent, moins d'énergie. Et surtout, dans le domaine manufacturier, il faut que ton coût de revient soit le plus bas possible. Si tu es obligé de trier des matières, ça sera jamais efficient. C'est impossible. Exact. Il y a trop de matières, il y a trop de mélanges, il y a trop de trucs. Donc là, moi, je me suis dit, non. Dans le fond, moi, je vais pas faire ça. Alors, moi, ce que je me suis dit dès le départ, c'est que je ne vais jamais trier les matières. Il faut jamais dire jamais, mais je veux dire, la contrainte, c'est on va pas trier les matières. Il faut trouver des solutions pour mettre toutes les matières ensemble. Puis c'est ça. Puis même chose avec ce qu'on appelle des points durs, des boutons, des zips, etc. On me disait, faut les enlever parce que ça brise les machines. Puis je me suis dit, mais encore une fois, c'est pas une activité qui va être rentable. Non. Donc, deuxième contrainte non négociable, je vais jamais enlever les points durs. Exact. Alors, il faut que je trouve des façons de contourner ça. Ou une machinerie qui puisse c'est ça, faire exact. ça. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. J'aime ça. Je reçois soit des vêtements de tout type, soit des tissus. Donc, les tissus, ça va être des retailles de designers, des chutes de production, des tissus que les gens n'utilisent plus pour X, Y raison, des vieux uniformes, bref. Je reçois ça. On fait
un seul tri, puis c'est un tri par couleur, parce qu'on fait des belles affaires. Là. C'est super beau, c'est design, c'est magnifique. Donc, faut trier par couleur. Okay, et après ça, là, on va passer vraiment dans la ligne de production. Fait que là, on va broyer ça dans un broyeur qui peut broyer du béton ou des grosses affaires. Fait qu'il n'y a pas d'enjeu avec le textile. On broie. Fait que là, ça nous fait des petits morceaux, finalement. On fait un nettoyage à sec, qu'on appelle. Là, fait que c'est comme mettons, de shaker un peu. On enlève la poussière et tout. Après ça, là, c'est mélangé avec un liant. On a différents liants. Lui qu'on utilise en ce moment, c'est un liant biosourcé. Dans le fond, c'est de l'eau avec des items qui viennent du domaine alimentaire. Donc, il n'y a aucun produit chimique là-dedans, là, dans la version actuelle. Fait qu'on mélange ça avec ça. Ça fait une espèce de pâte, là. Ça va ressembler beaucoup à de la pâte à modeler, mais peut-être un peu plus malléable que de la pâte à modeler, là. Et après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met dans un moule. Ce qu'on va faire dans la première version du centre de production, là, c'est des gros panneaux. Donc, on fait des panneaux d'à peu près 3 pieds par 5 pieds-ish, là, pour après ça le faire sécher dans une salle de séchage. Et là, la salle de séchage, ce qui est le fun... Comme je disais, je l'ai pas dit, mais j'ai beaucoup de gens qui acceptent de m'aider gratuitement. Fait que, mettons, exemple, j'ai contacté... Oui, c'est ça, vraiment. J'ai contacté une entreprise qui s'appelle ASEC Technologies à Lévis. Eux, en fait, ce qu'ils font, c'est de l'assèchement sans démolition pour des méga dégâts d'eau. Puis moi, c'est un peu ça le principe que j'ai besoin. J'ai besoin d'assécher mon panneau qui contient de la colle, qui contient de l'eau. Donc, je me suis dit, je vais leur écrire pour... Juste pour voir. Tu sais, il s'appelait ASEC Technologies. Je me dis peut-être qu'ils ont une technologie de séchage. En tout cas, bref. Fait que là, je parle vite au téléphone, puis la personne me dit, sais-tu quoi? Tu sais, nous, on n'a pas de technologie pour toi, pour ce que tu dis, mais viens nous voir, puis on va te partager nos connaissances. Là, je suis comme... OK, that's crazy. Fait que là, je suis arrivée un matin avec mes matériaux. Ils ont passé 1 heure avec moi. Il y avait deux hommes. Un des messieurs, ça faisait 39 ans. Ça fait 39 ans qu'il travaille là. Fait que lui, là, il connaît ça. Fait que pendant 1 heure, ils m'ont partagé des connaissances. Ils m'ont donné des conseils sur le type d'équipement. Fait qu'ensemble, on a bâti une salle de séchage optimale que je vais devoir mettre en place. Fait que c'est ça. Bref, on sèche. Puis après ça, le clou du spectacle, c'est machine de découpe CNC. En fait, là, ce que ça va me permettre de faire, c'est on peut découper, on peut faire n'importe quoi. N'importe quel motif, n'importe quelle forme. On peut découper le panneau bord en bord. Tu sais, exemple, on pourrait dire, OK, ben moi, je veux, je sais pas, moi, je veux me faire un mur en cercle. Donc, moi, je te découpe des cercles. Si tu veux des cercles avec des couleurs que tu veux, on peut faire de la texture. Tu sais, là, je sais pas si on voit dans les caméras, là, les coussins au mur. Les coussins là. Mais moi, je peux faire la même chose. Là. Tu sais, je vais couper. La machine CNC, dans le fond, ça peut couper de cette façon-là. Je peux graver, je peux faire n'importe quoi. Fait que là, la seule limite, c'est la créativité des gens. Là. Fait que les gens... Le premier marché, par contre, que je vais, c'est le marché haut de gamme. Donc, on va rentrer via des architectes, des designers d'intérieur qui font des projets qui contiennent des matériaux haut de gamme. Et eux font le design, puis moi, je fabrique. J'adore ça. Merci pour tous les détails. Niveau technique, c'est le fun de savoir comment on produit justement ce textile-là puis les morceaux de vêtements. T'as-tu un personnage, justement, un client, tu dis tel âge, mettons, tel revenu, telle condition, c'est quoi un peu que tu regardes? Moi, je résiste au concept de persona. Là. Puis j'ai une amie en marketing. J'ai une amie en marketing. Là, en école de marketing, c'est tout le temps ça. Là, elle essaie de me faire des personas depuis des années. En fait, non, la réponse, le personnage classique, typique que tu nommais, la réponse, c'est non. J'en ai eu plein pour faire mes plans d'affaires, mais la réalité, c'est que la clientèle cible actuelle, c'est... moi, en fait, mon client, ça va être les architectes, designers d'intérieur ou des magasins qui vendent des produits de revêtement, tu sais, des déco-surfaces, par exemple, ou n'importe quel magasin qui vend aussi des objets. Juste parenthèse, anecdote, là, quand je me suis stationnée, j'ai vu en bas la boutique Ibu. Oui, qui s'appelle. Boutique Ibu, c'est un café. Puis là, je suis comme,
il serait parfait là, pour mettre, pour vendre mes Je trouve produits. le concept sont vraiment nice. Ouais. Je me suis pointée. Dans le fond, je suis T'es allé arrivée, voir, ouais? je suis arrivée quelques minutes à l'avance. Là, j'avais des échantillons qui traînaient dans mon auto. Je pogne ça, je rentre chez Ibou, puis je suis comme, là, j'ai juste 2 minutes parce que j'ai un meeting à côté, mais je voulais juste te présenter mes produits. Fait que là, c'était la fille à l'accueil. T'as sorti tes produits? Qu'est-ce que t'as j'ai monté quoi? sorti, dans le fond, j'ai un prototype de tablette, puis j'avais des exemples de tuiles. Trop Fait que là, j'en ai laissé my une. God. J'ai laissé mes coordonnées, tu sais, j'avais même pas de carte d'affaires, là, tu sais, j'étais vraiment c'est sur ça. le fly. Là, elle m'a donné sa carte, fait que là, je vais réécrire La à la propriétaire était propriétaire. Non, elle était pas là, elle était en Mais c'est meeting. comment? Fait que là, la fille à that's so l'accueil nice. m'a donné la carte, fait que là, je vais réécrire tantôt. Props à toi, tu sais, tu t'es pas dit, je vais essayer de les contacter avant. Non, je suis sur place, mais allez les Ah non, voir. mais c'est ça, c'était là. C'était là, Donc là, bref, c'est ça. C'est Fait que hot. finalement, c'est le genre Oui. de magasins qui peuvent vendre les Je comprends ce produits. que tu veux dire. Les utilisateurs finaux, en fait, ça va être soit des particuliers qui Ouais. font une construction Ouais. neuve, rénovent leur maison, mais tu sais, qui aiment les matériaux haut de gamme, qui aiment le luxe, puis qui ont les moyens. Parce que c'est sûr que la première gamme qui va sortir, c'est, comme je disais, vu que c'est le haut de gamme, bien, ça coûte plus cher. Donc, ça prend des gens qui ont des moyens pour se le payer. Là. Je pourrais te mettre en contact avec une cliente, puis je fais du réseautage avec elle. Là. C'est Marie-Philippe Gauthier, puis justement, elle est designer Nice. de cuisine puis de maison, Je le justement, haut de gamme. Là. Fait que ça a profité. Je vais te mettre en contact. Elle est super sharp en plus. Là. T'as une belle croissance et tout ça. Fait que c'est vraiment une belle clientèle, ça fait du sens. Ouais. Est-ce que, mettons, de rentrer dans des grosses boutiques, comme on parle de HomeSense, par exemple, c'est-tu comme un objectif en soi? Ou... Éventuellement, oui. Oui, ok. C'est que là, en fait, la première gamme, je veux qu'elle soit vraiment réservée. Tu sais, il faut que ça soit exclusif haut de gamme. Donc, c'est pour ça que je vais passer justement par des architectes, designers, ce genre de magasin-là. Mais après ça, il va y avoir d'autres produits qui s'en viennent. Là. Donc, il va y avoir des produits de moyenne gamme, des produits entrée de gamme. Et c'est là qu'après ça, je vais pouvoir avoir des produits spécifiques, grand volume. Puis quand tu rentres dans des gros magasins comme ça, ou mettons chez Canac, tu sais, moi, j'aimerais ça à un moment donné avoir une tablette de couleur spécifique au Canac, là, parce que ça n'existe pas des tablettes de couleur. Hein? C'est juste blanc, noir, teinte de bois. That's it. Mais moi, je peux te faire rose pétant, je peux te faire n'importe quelle couleur. Là. Les couleurs reviennent à la mode. Si on parle juste, on dirait que là, on était comme vraiment dans le noir, le beige, le foncé. Ça revient de notre génération. En tout cas, on veut un peu revivre cette couleur-là, cette énergie-là. Je trouve ça nice. Fait que ça moi, fait j'ai bien, plein là. de couleurs. Là. C'est une Il variété. n'y a pas de limite de couleurs parce que tu peux mélanger des couleurs. C'est ça. C'est vraiment hot. Là. Tu vois, tu peux faire... Jusqu'à quel point tu peux faire tout type de produits? Écoute... tu sais, pour vrai, t'as-tu testé un peu? Tu te dis, on peut aller jusqu'où, genre, mettons? Ben là, moi, j'ai pas de limite. Là. Je me mets jamais de limite. Là. Fait que je peux pas... Tu sais, dans le fond, en ce moment, on a commencé par le plus facile, entre guillemets, donc matériaux plus de finition, matériaux de décoration qui va sur le mur. Okay. Mais on est en recherche et développement pour plein d'autres produits. Donc là, le prochain produit R&D, c'est un tapis anti-fatigue et un tapis pour mettre les bottes dans l'entrée quand tu rentres. Parce que j'ai une grande chaîne hôtelière qui m'a contactée pour me dire qu'eux, ils ont des enjeux, en tout cas, avec leur tapis. Puis elle a dit, c'est capable de trouver une solution, fabriquée en textile recyclé, là, on va mettre ça dans nos chambres. Je suis comme... Challenge accepted. Fait que là, ça, c'était vendredi passé, l'appel. Tout de suite, là, j'ai dit, parfait, là, voici notre nouveau produit qu'on va développer parce que, tu sais, littéralement, il y a un besoin. Elle m'a appelé pour me dire, t'as-tu ça? Non, mais je te le fais. Donc là, ça s'en vient. Puis après ça, c'est matériaux de construction. Je rentre dans les matériaux de construction. Puis là... Là, tu tombes dans un autre... Exact. Un autre monde. Un autre monde. Mais tu sais, ce qui est vraiment le fun, c'est que ton produit peut être autant malléable pour du B2B que du B2C. Ben oui, c'est incroyable. Ah oui, puis... C'est... En fait, ce qu'on a développé, en plus, il y a différentes textures de textile parce que le premier textile, il est broyé d'une certaine façon. Là, après ça, ce qui est vraiment hot, c'est que dans le... Tu sais, quand je te disais tantôt, là, je fais des gros panneaux puis je fais de la découpe après, bien là, ça génère plein de retailles de découpe. Mais là, moi, ce qui est hot, c'est que ces retailles-là, je les réutilise. Donc, on prend ces retailles-là, on remet un peu d'eau, on les mélange dans une espèce de broyeur, comme un malaxeur, un ninja pour faire des smoothies, mettons, là. On broie ça, puis là, ça me donne un textile avec une nouvelle texture un peu plus fibreuse que la première texture. Fait que là, j'ai une nouvelle texture qui me permet de faire un nouveau produit. Là, après ça, quand je fais de la découpe, je recueille la poussière de découpe, je mélange ça avec le liant, puis ça me donne encore une nouvelle texture. Fait qu'un panneau me donne 3 textures différentes. Fait qu'il y a comme 0 perte en plus dans mon procédé. Je réutilise tout ça pour faire des nouvelles choses. Fait que en ce moment, là, on a gratté à peine la surface du potentiel de ce qu'on peut faire.
Ouais, c'est complètement génial. Niveau compétition, c'est-tu quelque chose qui est fait ici localement? On parle québécois, on parle canadien. Tu as sûrement fait un petit peu une analyse du marché. Ça ressemble à quoi un peu par rapport à ça? En fait, en ce moment, au Québec, il y a beaucoup d'initiatives qui vont revaloriser les textiles, mais souvent, c'est des initiatives plus locales, donc des organismes ou des entreprises qui vont revaloriser certaines choses. Il y en a qui vont revaloriser juste le jeans, juste le coton, juste telle chose. Fait qu'en ce moment, c'est plutôt ça qui se passe. Versus, là, dans le fond, il y a juste moi, à ma connaissance, au Québec, qui prend n'importe quel type de textile, peu importe la condition, c'est fait en quoi. Ou scaler ça aussi, j'ai l'impression que c'est plus des plus petits projets, plus local. Oui, c'est ça. Plus de vision peut-être, d'aller toucher à plusieurs domaines d'activité puis plusieurs clientèles possibles. Exact. C'est super, si on parle niveau objectif, si on parle niveau objectif 2026, on est en janvier, on se projette en décembre 2026, le 31 décembre. Où est-ce que tu aimerais être rendu pour l'entreprise? Y a-tu des objectifs que tu dis, hey, je vais avoir atteint ça, bâti ça, mettons? En fait, je me donne jamais d'objectif aussi loin. C'est tellement loin pour moi, décembre 2026, là, je veux dire, ça me sert à rien. En fait, de te projeter aussi loin dans ce sens-là? Fait que, tu sais, là, mettons, mon objectif pour février, c'est faire des ventes. J'ai besoin de bons de commande, soit des bons de commande, soit même des dépôts, parce que la vente, en tout cas, ça, j'ai besoin de ça et trouver le financement pour l'agrandissement puis l'augmentation de la production. Ça, c'est l'objectif février. L'objectif mars, c'est avoir reçu l'argent que j'ai besoin, commander tous les équipements. Je sais déjà tout ce que je veux. J'ai déjà les soumissions. Tout est prêt, là. Les fournisseurs, ils attendent juste que je leur paye la facture. Donc, en mars, j'achète tous mes équipements puis je fais la mise en place du centre de production parce que le local, il est là puis il m'attend, encore une fois. Avril, 1er avril, je commence la production. Et là, dans le fond, c'est ça mes objectifs. Donc, je me focus uniquement sur ça. En fait, parallèlement aussi, c'est toute la R&D des tapis, là, parce que je veux faire les tapis, parce que l'objectif, c'est que les tapis soient prêts pour être vendus au maximum en septembre, parce que là, la chaîne hôtelière, elle veut les mettre à l'hiver prochain dans tous ses hôtels. Fait qu'il faut qu'elle puisse les acheter en septembre, envoyer ça partout au Canada, etc. Donc, je me focus sur ça uniquement. C'est le fun, tantôt, j'ai une petite pop, une idée qui m'est venue, là, mais tu parlais justement des coussins isolants, faire des panneaux isolants, que ce soit pour des murs. Là, je parle juste pour mon environnement de studio, mais tellement d'entreprises justement de marketing, ou différents contextes, mettons des centres thérapeutiques qui ont besoin d'environnement qui est isolé. 100%. De créer ce genre de peut-être des murs, puis là, tu tombes dans la construction. Exact. Mais il y a clairement un marché intéressant. Niveau pricing, on n'en a pas parlé, mais c'est sûr que ça va dépendre du projet et tout ça. Exact. Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus cher que d'acheter un produit connexe que tu peux dire classique? Moi, là, tantôt, je te disais, j'ai 2 contraintes non négociables, mais j'en ai 3 en fait. La 3e contrainte, c'est tout ce qu'on fait doit être un produit de remplacement. Mon objectif, là, c'est d'offrir les mêmes performances, mêmes caractéristiques, mêmes propriétés qu'un produit neuf ou qu'un matériau neuf au même prix. Je veux pas être plus cher. C'est ça, parce que souvent, si je peux être moins cher, ça va être plus cher. Mieux. Non, moi, c'est pas moins cher. J'adore. C'est pas plus cher, je veux dire. C'est soit le même prix, soit moins cher. Fait que tout ce que je fais, tout est pensé tout le temps. Oui, c'est ça. Même qualité, même propriété. Tu sais, comme là, en ce moment, là, la première collection qui sort, c'est le même prix que des matériaux neufs. Donc, ça peut paraître cher, mais c'est... En fait, c'est le même prix, puis c'est moins cher que... des concurrents qui offrent des matériaux neufs où ils disent 60% recyclé ou peu importe, mais moi, dans le fond, c'est 100% recyclé quand tu penses à ça. Là. C'est juste du textile broyé avec une colle en ce moment. C'est juste ça. Là, après ça, on peut rajouter, par exemple, un retardateur de flamme pour respecter les normes, mais ça demeure là, que ça remplace littéralement quelque chose de neuf quand tu es capable d'assumer le coût de haut de gamme. Mais c'est pour ça qu'il va y avoir d'autres gammes parce que je veux que ça soit accessible à tout le monde. Et après ça, c'est de voir ça va être quoi les autres produits, les différentes gammes, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis ce que je trouve passionnant aussi dans ton entreprise, dans ton modèle d'affaires, c'est que ça va pas coûter plus cher aux consommateurs. Non. Parce qu'on regarde tout ça, c'est normal. Mais l'impact social, l'impact environnemental, dans mes cours au secondaire, on parlait que le polluant numéro 1, c'est le textile.
c'est jeter ce textile-là qui n'est plus utilisé, qui est perdu. Fait que là, tu viens attaquer un des plus gros problèmes de pollution dans le monde. Ouais. Fait que tu sais, d'avoir cette vision-là de scaling et non juste de regarder évidemment une mission financière de bâtir une entreprise qui vient avec, là, mais tu es parti d'une problématique mondiale qui est accessible, que tu peux trouver une solution locale. Puis moi, en tout cas, c'est un peu pour ça que je trouvais ton modèle d'affaires intéressant puis que j'ai voulu qu'on fasse l'entrevue parce que faut mettre ça de l'avant. Faut mettre on a besoin, au Québec, on a besoin de projets innovants comme ça. Ben oui. Sinon, qu'est-ce qu'on fait comme société? Ben, on n'évolue pas, on bâtit pas rien. Oui, il y a deux choses, je veux dire, par rapport à ça. Fait que je te dis les 2 points pour pas oublier. Là. Je veux parler de l'environnement, puis je veux parler de, justement, arriver avec une idée innovante qui répond à des besoins, mais personne ne veut t'aider. Ça, c'est mon 2e point. Mais personne ne veut t'aider. OK, vas-y. Ouais. Fait que là, côté environnemental, là, moi, je suis pas... Je suis pas bonne, là, dans le sens que j'ai vraiment encore plein de choses à apprendre, j'ai plein de comportements à changer, mais j'ai beaucoup changé depuis que j'ai commencé cette entreprise-là. Fait que je me positionne pas comme... C'est pas une entreprise environnementale, c'est une entreprise manufacturière. Moi, je fabrique des trucs. C'est juste qu'il y a un bonus environnemental et j'essaye aussi le plus possible de regarder ce que je fais, mais sans non plus devenir obsédée. Puis, tu sais, le problème des textiles, c'est aussi le problème, il faut acheter moins, il faut acheter différemment. Moi, avant, j'allais pas dans les friperies parce que, je sais même pas pourquoi j'allais pas. Mais là, maintenant, j'ai trouvé une friperie, je suis une fan finie de cette friperie-là. Donc, j'ai plus besoin d'acheter du linge neuf. Je trouve tout le temps des morceaux magnifiques à cette friperie-là. Donc, là, maintenant, tu vois, ça, c'est quelque chose de nouveau. J'ai changé ce comportement-là. Puis, en même temps, moi, en changeant ce comportement-là, ben, j'amène mon entourage aussi, tu sais, veut pas. Fait que c'est comme ça qu'on va mettre en place les changements. Moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui arrivent puis ils te shament sur tes comportements puis comme, tu sais, t'as pas respecté ta affaire. Tu projettes ça, mais tu fais pas... C'est ça. Mais en même temps, moi, je suis très honnête que il y a place à amélioration là, dans tous mes comportements. Puis je vais le faire. Puis j'apprends là-dedans. Puis en même temps, si je peux aider d'autres personnes... je pense que, de toute façon, les changements, c'est des petits pas. Il ne faut pas être trop drastique. 100%. Donc, on apprend. Fait que tout ça pour dire que oui, il y a des impacts environnementaux. 100%. Mais pour moi, c'est un bonus. En fait, c'est pas une entreprise environnementale, en fait. Je comprends ce que tu veux dire. Puis souvent, je pense que la vision qu'on a ou que les gens ont sur des entreprises, mettons, qui sont leur principale mission, c'est l'environnemental et non de faire de l'argent. C'est que, OK, mais mettons, c'est peut-être un petit organisme, c'est subventionné, tu sais, c'est pas réellement une entreprise, même si elle l'est, mais... Fait que de changer ça, un peu comme la mission Loop, ça, c'est un vrai... Tu sais, c'est très viable. J'aimerais vraiment les approcher pour faire un podcast, là, mais tu sais, je trouve ça c'est un autre modèle qui te dit, regarde, il y a un impact social, environnemental, mais clairement, c'est scalable comme une vraie entreprise. Puis c'est viable, puis il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre à travers cette entreprise-là bien, tu sais. Moi, je trouve ça encore une fois, honorable, puis visionnaire, long terme, tu sais, de bâtir quelque chose qui fait du sens. Puis de shamer les gens sur leur consommation, tu sais, de dire, OK, mais là, tu verrais peut-être réduire ton électricité, on l'entend souvent l'hiver, là, ou ton véhicule, pourquoi tu le changes, ou tu sais, c'est comme, je comprends, mais après, tu te compares à des multinationales dans d'autres pays, tu sais, qui créent des usines au charbon, que c'est genre l'équivalent de 300 000 personnes. Fait que, tu dis, c'est ça, c'est qu'il faut... il faut faire sa part. Oui. Puis après ça, ben... On commence à faire notre part. Après ça, on va emmener d'autres mondes qui vont faire leur part. Il faut adopter des changements graduels, mais compound, l'effet composé. Là, dans le fond, c'est ça qu'il faut faire. Fait que je suis là-dedans. J'apprends, je bonifie mes propres comportements. Je t'amène les 2 dernières questions du podcast, Anso. Attends, excuse, je veux revenir à l'autre point. Oui, tu avais l'autre point, excuse-moi. Oui, vas-y. En fait, ce qui est difficile, c'est que moi, j'amène, puis je le dis souvent aux gens à qui je parle, j'amène une solution à un problème qui touche tout le monde. Donc, ça va toucher les individus qui veulent pas jeter leur linge plus bon. Ça va toucher les villes qui payent super cher pour enfouir les matières résiduelles de textile. Ça touche les organismes communautaires qui sont pris avec des tonnes de sacs de poubelle. Moi, j'arrive puis je dis, j'ai la solution, mais il manque d'argent. Même si c'est un problème collectif, l'argent est quand même très difficile. Là, quand tu parles de manque d'argent, c'est un manque de financement ou de clientèle? De financement. Financement, OK, je comprends. Ça, exact. Parfait. Puis là, c'est ça que je leur dis. Je dis là, moi, je vais résoudre un problème important, là, toi, à ta ville. Là.
Puis en échange, je veux que tu me donnes de l'argent pour décoller. Puis ils sont comme, ouais, non, tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. Fait que ça, c'est dur dans l'innovation. C'est que moi, je réponds à un problème pour beaucoup de monde, mais il y a juste moi qui prends tout le risque sur mes épaules. Je comprends. Mais bref, mais pourquoi tu penses que les gens ne veulent pas embarquer ou qu'il y a un peu un frein? Ben, c'est parce que je les comprends en même temps. Là, quand tu regardes, point de vue, quand tu regardes mon portrait financier en ce moment, ça fait 1 an que j'ai une business qui a généré aucun revenu et j'ai pas encore les ventes en ce moment non plus. Donc là, les banques disent, ouais, mais là, t'as généré aucun revenu, t'as aucune vente, puis tu nous demandes 300 000, mettons. Je dis oui, c'est vrai, là, c'est juste qu'en même temps, si je le fais pas, qui va le faire? Qui va régler le problème pour vrai en ce moment? Puis qui va régler le problème sans argent? Un multimillionnaire. Dans le fond, si j'étais millionnaire, je veux dire, je serais bien plus loin. Oui, là. Ben oui, 100%. Mais fait que c'est ça que des fois, je trouve dur, puis ça me frustre. Je suis comme là, je te demande un prêt, je te demande même pas une subvention, je vais te le redonner avec de l'intérêt. Mettons, je parle à une ville, là, mais c'est ça, c'est compliqué. Ils ont des cadres à respecter, puis des affaires. Fait que je jongle, là-dedans. Là. Ouais. Est-ce que du financement privé, c'est quasiment plus viable? J'ai pas essayé le financement privé parce que j'ai pas de contact, en fait. Dans cette sphère-là. C'est ça. Puis, tu sais, mettons, les venture capital, des affaires de même, ben je suis comme trop tôt. Eux autres, c'est plus de la tech. Tu sais, oui, c'est vrai. Ouais. En ce moment, je suis vraiment là, dans une espèce de creux où est-ce que les institutions financières me demandent des ventes. Pour faire des ventes, ça me prendrait des bons équipements pour produire les 100%. Beaux produits. Pour faire ça, j'ai besoin d'argent. Pour avoir de l'argent, j'ai besoin de vente. C'est l'œuf et la poule. Exact. Fait que je suis exactement dans cette espèce de creux-là. Je comprends ce que c'est. Puis, je parlais à mon ami l'autre jour. Je finis là-dessus. Pour ça, je vais te laisser finir tes dernières questions. Là, mais imaginons, là, tu sais, comme une espèce d'arc à flèche que tu tires par en arrière. Sauf que là, moi, je suis sur le bout là, mais quelqu'un me tire dans l'eau, OK? Donc là, quand il va arriver au bout, là, je vais être dans le fond de la piscine, puis il y a 2 choses qui peuvent... Il y a juste 2 scénarios possibles. 1, je vais me noyer, ou 2, je vais être propulsé vraiment loin. Il faut se reparler dans quelques mois pour savoir si je vais m'être noyé ou si je vais être propulsé. Ça m'amène à ma proposition à la fin du podcast. Mais, tu sais, concrètement, c'est vraiment d'aller chercher du financement. Là, à court terme, c'est ça. C'est d'aller chercher, approcher des banques ou justement des municipalités vente qui vont pouvoir... /financement, là, c'est le focus, c'est ça que j'ai besoin. Peux-tu signer comme un... C'est sûr que c'est difficile au tout début de prouver. Mettons, tu dis, hey, tu signes un contrat avec une boutique, là, tu dis tel nombre de commandes à l'avance, des lettres d'intention. Oui, exact. J'ai vraiment... C'est ça que j'ai besoin. OK, c'est ça. J'ai des lettres d'intention là, de gens qui disent j'adore le produit, puis je vais les mettre dans mes projets. Oui, c'est ça. Mais pour certaines institutions, c'est pas assez. Il y en a même qui m'ont dit va chercher des ventes, demande 50 de dépôt, va te chercher un 100 000 de dépôt. Moi, je suis comme, là, tu sais, c'est quand même beaucoup. Oui. OK. Mais c'est ça ma réalité en ce moment. Puis j'ai pas le choix. Je dois trouver, je dois répondre. Ouais. Il faut que je trouve l'argent. Puis en ce moment, ben, mon PR, ou en tout cas mes demandes sont faites auprès d'institutions qui, eux, me demandent des ventes. Fait qu'en ce moment, je dois répondre à leurs besoins. Si quelqu'un écoute ce podcast-là puis dit « Hey, moi, j'ai de l'argent puis je te le prête à un taux d'intérêt qui n'est pas un shark 30 % là, appelle-moi, là, tu sais, comme let's go. » Exact. Non, mais c'est ça. Je veux pas de l'argent gratuit, je vais le redonner avec intérêt, là. Aucun problème. On parle pas d'une bourse, là. Fait que, puis cet argent-là, évidemment, c'est d'utiliser pour le R&D, c'est pour aller acheter de la machinerie, pour produire. Principalement, là, cet argent-là, c'est pour l'agrandissement, l'optimisation de la production. Donc, le nouveau local, les équipements que je nommais tantôt, je vais avoir besoin de quelques employés pour faire ça. Mais la version numéro 1, je la fais au plus faible coût possible. Fait que là, je vais commencer, démontrer le marché, puis là, après ça, je vais pouvoir croître en suivant les ventes. Mais là, j'ai besoin de starter. Exact. J'ai déjà starté. C'est juste que là, c'est un petit local, il est déjà plein, on fait tout à la main, c'est pas optimal. Faut passer à la phase suivante. Exact. Tu sais, puis on va finir là-dessus, là, mais il faut de l'argent pour faire de l'argent. Penses-tu que c'est vrai? Dans ton contexte, je pense que oui. Je te dirais non. En fait, la réponse, c'est oui puis non, OK? Mais le non, c'est parce que, quand on prend mon exemple concret, là,
Quand j'ai eu cette idée-là, moi, j'avais zéro argent, là. C'est pas comme C'est ça, quelqu'un qui dit, OK, j'ai une idée, je planifie, j'économise, puis quand je vais avoir la mise de fonds nécessaire, je vais passer à l'action. Moi, je suis comme, j'ai une idée, je me lance, puis on verra ce que ça donne. Donc, quand tu regardes ça, je vais réussir, puis j'en avais pas d'argent au début. Mais en même temps, j'ai quand même réussi à faire vraiment beaucoup de choses là, dans un an sans... Je veux dire, oui, j'ai eu l'argent des prêts de Desjardins, mais sinon, j'ai quand même réussi à faire des trucs avec le moins d'argent possible. Fait que, oui, ça prend de l'argent pour faire de l'argent, mais en même temps, il existe des façons de faire. Si tu te donnes vraiment, tu es capable. Capable de réussir à faire quelque chose avec pas beaucoup d'argent, mais c'est sûr qu'à un certain moment... Si tu veux faire 1 million de ventes, tu ne feras jamais 1 million de ventes sans investir 500 000. Là. On peut faire le parallèle comme en immobilier. Disons, un jeune investisseur qui n'a pas nécessairement les moyens. Fait que probablement qu'il va aller voir il trouve un deal. Il va aller peut-être approcher des investisseurs, des partenaires finalement. Exact. Puis qui vont partager justement l'investissement ensemble. Right? Est-ce que c'est une possibilité, c'est une ouverture que tu as d'aller chercher un partenaire qui a peut-être qui a fait des bons coups en affaires, qui a de l'argent, qui a du cash finalement pour financer? Puis est-ce que c'est une ouverture où tu dis, je veux garder ça on my own à moi, pour le moment du moins? Je veux garder ça pour moi. Je comprends. Parfait. Bon, là, je me suis étouffée. Là, pour ceux qui n'ont pas catché, on a coupé, mais on n'est pas... Il n'y a pas eu un moment... Oui, c'est ça. La réponse, c'est que... Parce que j'ai des gens qui m'ont demandé... Voyons. Qui m'ont demandé. Mais j'ai trop besoin que les choses soient faites à ma façon. Donc, si j'avais des partenaires, il faudrait que ça soit tellement un bon match. Puis pour le moment, j'ai pas vu ça. Fait que je préfère avancer à ma façon. Mais moi, ce que j'aime, par contre, c'est faire des collaborations. Ça, là, je capote, là. Tu sais, mettons une firme une agence de design qui dirait, OK, ben moi, je veux faire ma propre collection de tels produits. Je suis comme, parfait. Tu sais, ça, là, ça, c'est vraiment mon genre. Mais la business, je veux la garder pour le moment. Got it. Ça m'amène aux 2 dernières questions du podcast, Anso. Des questions que je t'avais déjà posées, puis là, probablement que tu as eu le temps d'y penser. C'est quoi ta vision du succès à travers tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as bâti? Comment tu vois le succès personnel et professionnel? C'est une grosse question. Quand même, que non, j'avais pas vraiment réfléchi, mais... c'est correct. En fait, c'est que pour moi, il y a différents succès, dans le sens où je vais vivre du succès quand je vais faire ma production le 1er avril. Fait que là, ça, c'est mon premier succès. Là, après ça, je vais me mettre un nouvel objectif. Quand je vais l'atteindre, je vais vivre du succès. Fait que moi, mon succès, il est comme non-stop, dans le sens, dès que je réussis quelque chose que je veux, j'ai du succès. Après ça, mon objectif de vie ultime, mais en même temps, je dis ça, mais je sais pas si un jour, je vais arrêter d'avoir des objectifs puis des défis. Je pense pas. Moi, je pense pas. Ouais, c'est ça. Fait que le succès, pour moi, c'est juste de faire ce que je veux puis réussir les objectifs que je me mets. Make sense. Make sense. Puis c'est une question difficile, puis c'est une question plus très, 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 très générale puis subjective à chacun. Fait que tout le monde amène son two cents. Deuxième question qui fait du sens aussi avec la première. Si tu pouvais parler d'une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais en ce moment? Quand j'avais 25 ans? Anso, 25 ans. Anso, 25 ans, elle avait beaucoup de fun en Australie, puis il faut pas changer ça, là. En fait, moi, là, je regrette rien. Je regrette jamais rien. Fait que je changerais rien. J'adore. Je dirais juste, continue à faire ce que tu fais, puis il y a des expériences que j'ai faites, il y a des décisions que j'ai prises que, évidemment, c'était pas les meilleures, là. Ouais. Mais en même temps, ils ont toutes leurs raisons d'être, là. Ils m'ont toutes apporté des expériences, des apprentissages qui ont fait en sorte que je suis ici aujourd'hui. Donc, je dirais juste, continue à faire ce que tu fais, c'est-à-dire, tu fais ce que tu veux, puis tu travailles pour avoir ce que tu veux. Tu choisis ce que tu veux, puis après ça, tu détermines comment tu vas faire pour avoir ce que tu veux. Puis vis tes expériences, puis c'est correct de les vivre, de faire des erreurs, puis de ne pas avoir peur d'essayer. Notre génération, en ce moment, je trouve que on fait pas des actions par peur de perdre de l'argent, par peur de perdre du temps. Mais moi, je crois sincèrement que des expériences, ça vaut l'investissement, peu importe. De le vivre, que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, c'est pas grave. Tu ressors toujours quelque chose, dont des connaissances, une expérience, des connexions. Tu as tout le temps quelque chose tout le temps. Fait que ça soit peut-être initialement négatif, mais dans le futur, tu vas être comme...
Au pire, ça va être une histoire, le fun que tu vas pouvoir raconter. Même si tu as fait 3 faillites, ben, C'est ça. tu vas pouvoir partager cette expérience-là, tu sais. Fait que c'est intéressant, c'est des questions, tu sais, qui font penser un peu à... Crime, tu sais, je suis fier de mon parcours, continue comme ça. Souvent, des gens vont me dire, hey, pour vrai, je dirais, lance-toi tout de suite. À la place d'attendre à 30 ans ou à 40 ans, whatever. Essaye-le tout de suite. Puis pour avoir un pas d'avance, puis de l'essayer, puis de le tester. On tombe tellement dans le cycle de la vie, de la routine, du cadre, de suivre les chemins tracés le plus facile, le fameux fonds de pension que j'entends tout le temps. Il y a tellement plus de choses dans la vie que l'argent, en réalité. On regarde ça de même, là. Tellement plus de choses. Mais tu sais, ça arrive, j'ai des amis qui disent « Ah, j'aimerais ça, faire telle affaire. » Puis je dis « Mais pourquoi tu le fais pas? » Ouais, pourquoi? Je sais pas. Ouais, mais je suis comme « Ben fais-le. » Ouais, mais là, j'ai des enfants. Ouais, mais là, j'ai une famille. Ouais, mais là, je peux comme, pas. Ben, OK, d'abord, tu veux pas vraiment. Fait que... Puis là, ils sont comme... J'aime ça. Je suis comme, quand tu voudras, tu me le diras, puis je t'aiderai à faire le premier pas. Exact. On est comme ça. Puis je sais pas, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est une question moi, ça vient à la confiance parce que si tu avais une confiance pure en tes capacités, ça serait même pas une hésitation. Ouais, tu disais, hey, je vais essayer, OK, let's go, on le fait. Puis voilà. Anso, ça a été un vrai plaisir de faire un podcast avec toi. J'avais trop hâte. Merci. C'est le fun. On est en début d'année. C'est motivant, c'est inspirant. Ouais. Je te souhaite le best pour t'excellent. Merci. Ce que je propose aux invités, c'est de faire un part 2 dans un an. Fait qu'à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Oh my God, dans un an. On se relance en janvier 2027. Ah, fait que, on a parlé d'objectifs, on a parlé aussi de où est-ce que tu vas être rendu, est-ce que le financement, finalement, ça aboutit et tout ça. Fait que c'est sûr. Hey, dans un an, là, je peux pas croire ça va être tellement différent. Fait que, clairement, tu es la bienvenue au studio. Comment t'as aimé ton expérience ici? C'était 100% parfait. Nice. Je vais dire 98% parce qu'il faisait chaud, mais c'est moins pire que quand je suis arrivée. Donc, ça va. Au moins. Ouais, c'est ça va. Ah, c'est fou. Sinon, l'été, tu veux pas. L'été, c'est mortel quasiment parce que il fait vraiment chaud. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation. C'était incroyable. Merci. Et voilà. Cool. Yes. Ok, nice. C'était nice, ça? Ouais, vraiment. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.